Bonjour chers étudiants, nous allons continuer notre cours sur la négociation sociale. Aujourd'hui, nous allons voir un exemple de négociation. Et l'exemple de négociation que nous allons voir, il s'agit de la médiation. Il s'agit de la médiation. La médiation, comme vous devez le savoir, est un exemple de négociation. Et au niveau de la négociation, il y a ce qu'on peut appeler les techniques de la médiation. Ensuite, vous verrez une généralité sur les médiations, notamment la définition de la médiation. André Murray définit la médiation comme étant une intervention dans un conflit ou une négociation pour une tierce acceptable, impartiale et neutre, sans pouvoir décisionnel, dans le but d'aider les parties à développer elles-mêmes une entente viable, satisfaisante et capable de répondre aux besoins de toutes les personnes en présence. Ça veut dire que la personne qui doit conduire la médiation doit être neutre. Et dans la médiation, il faut permettre simplement aux parties en conflit de trouver une solution à leurs problèmes. Le médiateur est là simplement pour les aider à trouver des solutions à leurs problèmes. Il est neutre et il n'a pas de pouvoir décisionnel. Il ne fait que conduire au règlement du conflit qui existe entre les deux parties. Et la médiation a des objectifs. Et les objectifs de la médiation sont de deux ordres. On a l'aspect organisationnel et l'aspect social. Au niveau de l'aspect organisationnel, il entraîne deux soucis. Premièrement, c'est de désengorger les tribunaux. Deuxièmement, c'est de créer une justice de proximité. Au niveau de l'aspect social, nous avons la recherche de la paix sociale en réduisant les tensions sociales ainsi que l'insécurité. En petit b, nous allons voir les types de médiation. Vous devez retenir qu'il existe deux grandes formes de médiation. La médiation des différences et la médiation des différends. Les deux notions sont un peu différentes. On parle des différences et on parle des différends. En plus, on a la médiation des différences. Vous devez retenir que c'est une médiation des droits communs, car la différence est la base de toute construction sociale. Et ensuite, nous avons la médiation des différends. Dans le domaine des conflits, on distingue la médiation préventive et la médiation curative. C'est quoi la médiation préventive? Ici, la médiation préventive intervient dans le but de prévenir un conflit. Et deuxièmement, la médiation curative. Ici, le médiateur intervient après l'éclatement du conflit. On peut parler de médiation réparatrice. Nous allons voir maintenant les pratiques de la médiation. Comment se font les pratiques de la médiation? Et les pratiques de la médiation, premièrement, il y a les domaines d'intervention où peut intervenir la médiation. Donc, la médiation intervient dans le domaine pénal, familial, social, scolaire, dans les secteurs publics et puis en entreprise. On a aussi comment intervient le moment, quel est le moment d'intervention de la médiation. La médiation peut intervenir avant l'action judiciaire,
pendant l'action judiciaire et après l'action judiciaire. Le mode de saisine. Le mode de saisine, il s'agit de la manière dont on va procéder pour saisir la médiation. Et à ce niveau, il existe deux grands modes, la saisine directe et la saisine indirecte. Au niveau du mode direct, au niveau de la saisine directe, on a la possibilité de saisir, d'avoir recours à un médiateur avant toute saisie préalable d'une institution judiciaire. Et à ce niveau, on peut avoir plusieurs modalités de saisine. On rencontre la saisine conjointe, la saisine négociée, la saisine sur proposition acceptation, et puis la saisine non. Donc, je voudrais vous inviter, c'est l'occasion pour moi de vous inviter à lire attentivement le cours. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, on peut toutefois avoir l'occasion de revenir là-dessus pendant nos séances physiques. Ensuite, on a ce qu'on va appeler la saisine indirecte. Dans ce cas, les médiateurs sont saisis par un tierce, tel que le parquet ou un avocat ou un parlementaire. Et ce type de médiation est dit médiation déléguée. Le médiateur est imposé alors au parti. Ici, on va imposer un médiateur au parti en conflit. Il peut être saisi par un parquet, par un avocat ou par un tierce, parce qu'il y a une plus que c'est le saisi et le médiateur. En petite dé, nous allons parler du mode de déroulement. On observe trois modes. Le mode direct, le mode semi-direct et le mode indirect. Dans le mode direct, le médiateur organise une rencontre directe entre les deux parties, c'est-à-dire les parties en conflit. Et dans le mode semi-direct, le médiateur procède par un entretien téléphonique. Et dans le mode indirect, la rencontre des parties s'effectue séparément ou par courrier. Nous allons voir maintenant les instances et les acteurs de la médiation. Les instances et les acteurs de la médiation. Les instances de la médiation. Les instances de la médiation, il s'agit en réalité de la légitimité de la fonction du médiateur et du cadre de fonctionnement de la médiation. Le cadre, un cadre, pas le cadre réglementaire de la médiation. Et donc on a la légitimité. Et la légitimité est consacrée par les codes de déontologie élaborés par les organisations professionnelles ou par certaines juridictions. Vous devez savoir qu'elle répond aussi sur une connaissance par les usagers de ce mode de résolution des conflits avant toute saisie d'un préalable, avant de saisir la justice, pour savoir le mode de fonctionnement, le mode de résolution des conflits. Ensuite, on a le cadre de fonction. Le cadre de fonctionnement. Pour qu'une médiation se déroule dans des conditions normales, cela va dépendre aussi des cadres dans lesquels la médiation doit intervenir. Le cadre doit répondre au principe de neutralité et de confidentialité. Vous voyez que si M. A est en conflit avec M. B,
ça sera inconcevable d'aller résoudre le conflit chez monsieur A à domicile. Vous voyez que ça va biaiser déjà la médiation. Donc, on va choisir un cadre de fonctionnement neutre, d'accord, qui va permettre à chaque partie en conflit de s'exprimer aisément. Et donc, dans le cas de fonctionnement, on a la neutralité et la confidentialité. D'accord? Ensuite, on va voir les acteurs de la médiation. On a les médiateurs eux-mêmes. Ensuite, on a le rôle passif se matérialisant à travers une aide à la communication auprès des parties. Ensuite, on a le rôle actif se caractérisant par une aide à la négociation, la résolution des conflits. Au niveau des médiateurs, vous devez savoir qu'il existe une diversité ou bien plusieurs formes de médiation selon les domaines d'intervention. On peut avoir le médiateur de la République, ou bien, par exemple, en France, on a le médiateur de la République, en Espagne, on a le défenseur du peuple, ce médiateur. En Grande-Bretagne, il a appelé commissaire parlementaire, d'accord. Puis on parle, par exemple, on peut avoir les médiateurs privés, on peut choisir des individus par rapport à leur probité pour faire de la médiation. Quel est le rôle? Mais le rôle des médiateurs. Il faut savoir qu'un médiateur ce n'est pas un juge, ce n'est pas un enquêteur, ce n'est ni plus un conseiller juridique. Et il n'est pas là non plus pour défendre l'une ou l'autre partie. Il n'est pas non plus thérapeute. Comme on le dit, il peut avoir un rôle passif ou un rôle actif. Et donc son rôle passif, c'est d'aider à la communication auprès des parties. C'est-à-dire qu'il va essayer de convoquer les deux parties en conflit et puis il va échanger avec chaque partie, permettre à ce que chaque partie puisse s'exprimer sur le conflit qui existe. Ensuite, le rôle actif. Donc, le rôle actif, c'est d'aider à la négociation et à la résolution du conflit. Comment se fait le choix des médiateurs? Le choix des médiateurs. Le choix des médiateurs est très important. Et à ce niveau, deux facteurs sont à retenir. Le premier facteur, c'est le nombre des médiateurs et le deuxième, c'est les modalités de choix. Les modalités de choix. Le nombre. Il peut varier selon le type et la nature de la médiation préconisée. Il peut y avoir un ou deux médiateurs suivant les cas. Et vous voyez l'exemple ici, dans le domaine du travail ou de la famille par exemple, on peut avoir un seul médiateur. Dans le domaine social, on peut avoir une co-médiation. On peut avoir deux médiateurs ou plus. D'accord. Les modalités de choix, comment se fait, comment peut-on choisir un médiateur? Les choix sont variables en fonction du type de médiation. D'accord? Il y a ce qu'on peut appeler le choix libre pour la médiation familiale. De chaque partie est libre de faire le choix de son médiateur. Et puis le choix encadré dans le domaine de la médiation pénale. Le choix négocié dans le domaine de la médiation du travail. Comment va procéder le médiateur pour régler un conflit? Donc ici, on va parler des stratégies du médiateur et les stratégies
du médiateur se situe à deux niveaux. L'évaluation de la situation conflictuelle, puis le processus de résolution du conflit. Avant de pouvoir régler un problème, il faut avoir connaissance du problème. Et quel est le degré du problème. Donc ici, il faut évaluer le conflit. Ensuite, il faut engager le processus de résolution du conflit. D'accord? Ensuite, vous avez devant vous ce que signifie l'évaluation de la situation conflictuelle. Ensuite, le processus de résolution d'un conflit. Ici, je dirais que le processus de médiation va porter sur l'amélioration de la communication entre les parties et le conflit de la médiation s'intéressera à la recherche de solutions alternatives au conflit. Quelles sont par la suite les compétences du médiateur? On relève deux qualités. Les qualités personnelles du médiateur et les qualités professionnelles du médiateur. Les qualités personnelles du médiateur, c'est son sens d'écoute, sa méthode de communication, sa patience, son sens de la créativité et sa capacité à prendre des décisions vis-à-vis de la fait. Ça renvoie à la neutralité en réalité. Ensuite, on a les qualités professionnelles du médiateur. Elles portent sur ses connaissances techniques et expériences de médiation. Ensuite, comme dans toute profession, on peut parler de la déontologie des médiateurs. La déontologie des médiateurs. La déontologie, c'est en réalité le comportement que tout travail professionnel doit avoir dans ce secteur d'activité. Et donc ici, un médiateur doit être neutre, donc doit avoir la neutralité, doit avoir la confidentialité, doit être impartial, donc l'impartialité. Autrement dit, le médiateur ne doit pas prendre parti dans le processus de médiation. Il ne doit pas supporter l'une des parties. Il n'est là que pour régler le problème, donc faire de la médiation. Et puis, deuxièmement, l'autre, c'est la responsabilité. D'accord. Quels sont les acteurs ou parties en conflit? Au niveau des acteurs, on a les acteurs directs et les acteurs indirects. Les acteurs directs sont des personnes qui sont directement partenaires ou opposés du conflit. Leur identification repose sur trois facteurs. Ils sont partenaires parce que dans une entreprise, par exemple, ou parce que c'est ce qui nous intéresse ici, les conflits généralement, le conflit en entreprise. On prend le cas d'un employeur ou d'un employé. Ils sont partenaires parce que les deux travaillent dans les mêmes entreprises et pour le même but. Mais à un moment donné, ils peuvent être opposés ou bien adversaires, tout simplement parce qu'un conflit naît entre les deux parties. Comment les identifier? Et on va se baser sur trois facteurs pour les identifier. Le nombre d'acteurs, la position des acteurs dans le conflit, l'avis des acteurs. Ensuite, on a l'identification des acteurs indirects. Cette identification, je parle de l'identification indirecte, va prendre en compte la détermination des acteurs impliqués dans le conflit, la position de ceux-ci dans le conflit. Et au niveau de la position, on parle à ce niveau, on peut observer l'aspect individuel ou collectif. L'aspect individuel ou collectif. On peut parler de conflit individuel ou de conflit collectif. Parce que le conflit individuel et le conflit collectif. D'accord? Nous allons voir maintenant les différentes phases de la médiation. Nous avons 5 phases dans la médiation. On l'appelle médiation, qui
qui a deux étapes. Comme son nom le dit, la première médiation avant la médiation, qui a deux étapes, le travail préliminaire et la rencontre préparatoire de la médiation. Que fait-on au niveau du travail préliminaire? Ici, c'est la demande de médiation, le mot de saisie. Comme je l'ai indiqué plus haut, elle peut être faite sur proposition d'un tiers, soit à l'initiative de l'une des parties, soit des deux parties. Et puis, on a le mode de contact des parties. On a le mode direct ou semi-direct et indirect. On a déjà vu plus haut. Après le travail préliminaire, il faut faire une rencontre préparatoire de la médiation ou la rencontre séparée. Et à ce niveau, que fait-on à ce niveau? On a la présentation de la médiation, l'exposé des faits par les parties qui décident de lui. On a l'exposé des faits par les parties, la reformulation, la traduction des expressions des parties par le médiateur pour un souci de compréhension du conflit. Donc, chacun va exposer, mais il faut que le médiateur puisse révéler certaines notions pour que chacun puisse trouver un niveau de compréhension. Ensuite, il faut établir un climat de confiance, et cela doit être fait par le médiateur pour faire baisser un peu la tension entre les parties en conflit. Ensuite, on a le choix du processus avec les parties, soit direct ou soit indirect. On a la décision du partage du coût de la médiation. Ensuite, la vérification du consentement pour accord des parties pour participer à la médiation. Donc, c'est après ça qu'on va commencer la médiation proprement dite. Nous allons voir maintenant la démarche ou bien le processus de la médiation. Processus de médiation. Ok, donc comme je l'ai dit, une fois qu'on a accepté le principe de la médiation, les médiateurs vont centrer la discussion autour des positions et des attentes de chacune des parties. Les discussions peuvent avoir lieu directement ou indirectement. Dans la médiation directe, ici le médiateur va délimiter le nombre de séances, la durée des réunions et le type de réunion, si c'est des réunions communes ou séparées. Ensuite, on a les réunions communes. Les réunions séparées, cela aide souvent le médiateur à surmonter une situation bloquée entre les parties. Les réunions séparées, chaque partie va s'exprimer et chacun est libre de parler, de faire en compte du problème. Ensuite, les réunions communes. Ici, cela favorise la communication entre les parties. Ici, chaque partie va exprimer son point de vue, sa manière de voir les choses, plus spécifiquement du problème. Ensuite, ça c'est au niveau de la médiation directe. Au niveau de la médiation indirecte, la médiation indirecte est faite parce que une des parties peut refuser de rencontrer directement l'autre. Ça peut éviter ce qu'on va appeler le choc émotionnel ou un traumatisme, ou encore si les médiateurs jugent que l'attitude de l'une des parties peut compromettre leur processus de médiation. D'accord? Parce que souvent, quand on est trop fâché dans le conflit, le problème est trop excès, souvent on n'arrive pas à se contrôler. Ou bien on sent que l'autre partie peut avoir de l'ascendance sur l'autre, comme ça, ou me faire une médiation indirecte. Donc, dans le processus de médiation, après la médiation directe, la médiation indirecte, il y a aussi la stratégie de pression. Ça, c'est au niveau du monde du travail. Ici, souvent, on a recours au chantage. Effectué par un nombre de médiateurs et caractérisé cette stratégie de pression. Donc, on va faire du chantage sur l'une des parties pour avoir des aveux ou bien pour avoir des solutions pour problème. Et puis, il y a la stratégie de la négociation. Et cette stratégie permet de favoriser la recherche de solutions en partant des propositions énoncées par les parties. Ensuite, il y a la stratégie de la communication. Parlons maintenant
maintenant de l'accord de médiation. Comme on peut le dire, ils sont tombés d'accord s'il y a accord de médiation. Donc, en cas de succès, une fois le principe de l'accord obtenu, le médiateur fixe le contenu d'une manière claire, en reprenant les solutions acceptées par les partenaires et les consigner par écrit. Après les échanges, ils sont tombés d'accord, il faut faire ce que je peux appeler pour cette étape de rédiger les points d'accord. D'accord? Ce document-là, on peut le présenter sous plusieurs formes. Il peut être transcrit dans un cahier, il peut faire l'objet d'une procédure solennelle avec signature d'un accord de médiation, il peut faire l'objet d'une procédure de conciliation dans le cadre trivial d'instance. Parce qu'ici, c'est dans le cadre de la médiation familiale où le projet d'accord doit être validé sur le plan juridique. Maintenant, s'il y a eu échec de la médiation, cette possibilité va entraîner ce qu'on va appeler la distinction entre la médiation ouverte et la médiation fermée. C'est quoi la médiation ouverte? La médiation ouverte est souvent rencontrée en matière de médiation pénale. Ici, le magistrat qui est à l'origine du processus cherche, en cas d'échec, à obtenir de la part du médiateur des recommandations qui lui guideraient dans sa prise de décision. La médiation fermée ici, les juristes vont estimer que la médiation repose sur le principe de confidentialité. Dans ce cas, le médiateur doit respecter et ne pas. Dans ce cas, le médiateur doit alors le respecter et ne pas divulguer les informations sur les codes pour faire des recommandations. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur la médiation. Donc, au niveau de la médiation, pour résumer, on a la définition de la médiation, on a les différents types de médiation, on a les pratiques de la médiation, comment se fait la pratique de la médiation. Nous avons les modes, le mode de saisine, et puis ensuite le mode de déroulement de la médiation. Ensuite, il y a ce qu'on va appeler les instances et les acteurs de la médiation. D'accord? Ensuite, on a les acteurs même de la médiation. D'accord? Les acteurs de la médiation, notamment, c'est les médiateurs, puis leur rôle passif et leur rôle actif. Ensuite, on a ce qu'on va appeler le choix des médiateurs. Comment va s'opérer le choix des médiateurs? Et puis par la suite, on a vu les différentes phases de la médiation, notamment la prémédiation, le processus de médiation, et puis l'accord de médiation. Donc, pour terminer, je voudrais vous inviter à vraiment jeter un coup d'œil sur le cours. Et puis, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, nous aurons l'opportunité de revenir là-dessus dans notre prochaine séance. Pour l'heure, je voudrais vous inviter à aller faire les exercices d'application que je mets en ligne et puis vous essayez de vous exercer. Nous aurons l'opportunité de les corriger. Je vous présente ici le BTS blanc qu'on devait faire quand c'est une épreuve d'examen de développement des ressources humaines. C'est vrai qu'on a fini le cours de DRH, ça fait quand même un bon moment, mais je vous donne ce sujet pour que vous puissiez voir comment se présente l'institut d'examen au BTS. Ne vous en faites pas, on aura l'opportunité de corriger ce sujet. Je vais corriger ce sujet la prochaine fois pour vous donner pour la prochaine séance. Pour l'heure, comme nous sommes en négociation et relations, le cours de NRS, du VIAI, la dernière exercice 3 que voici,
porte sur la négociation sociale. Je vais vous lire ça et puis ensemble on va corriger. Voici l'exercice 3. On nous dit la tension règne au sein de la firme de publicité Ndoua Production Pub. Alors que Juliette, nouvellement recrutée par l'entreprise à ses bureaux d'Abidjan, soutient vivre du harcèlement de la part de son supérieur immédiat, Roméo. Compliments, petites gâteries, invitations à dîner se multiplient malgré que Juliette ait exprimé clairement son désintérêt à son supérieur à maintes reprises. Après avoir fait mention sans succès de la situation aux ressources humaines, Juliette, exaspérée et perturbée, se fait prescrire un arrêt de travail de 2 semaines par son médecin. Elle en profite pour déposer une plainte au tribunal administratif et contacte un avocat, Maître Banqueur, qui, après analyse de la situation, recommande la conciliation comme mode de règlement. En effet, celui-ci est d'avis que cette cause est loin d'être gagnée en cours, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il n'est pas clairement établi que le comportement de Roméo fut offensant. De plus, Juliette n'a jamais formellement avisé l'employeur de la situation qu'elle vivait. Au surplus, on devra faire preuve du caractère intentionnel du comportement du harceleur et établir que celui-ci était conscient des préjudices subis par la plaignante. Finalement, le médecin de l'employeur aurait remarqué des éléments pouvant expliquer la réaction de la plaignante. Bref, on est dans une zone grise et la conciliation se présente comme la voie la plus garante de succès. Du côté adverse, Roméo, bien qu'il rejette le bien fondé de la plainte déposée contre lui, consulte également son avocat, Maître Esteamo. Il assure à ce dernier n'avoir jamais fait de harcèlement à caractère sexuel. En fait, il soutient simplement avoir été littéralement emporté par la passion. Bien qu'effectivement confiant qu'il n'y ait pas eu harcèlement sexuel au regard de la loi, Maître Saint-Amour demeure prudent, la perception d'un tiers étant toujours aléatoire. Tout aussi conscient de l'ambiguïté de la situation et voulant éviter une mauvaise publicité qui entacherait l'image de la compagnie, on choisit donc, sans pour autant admettre la responsabilité de Roméo, le recours en médiation. Ainsi, de part et d'autre, on reconnaît les risques inhérents au processus légal et on hésite à se lancer dans des démarches risquant d'être laborieux, dont l'issue est incertaine et qui entraînerait des coûts élevés, des délais, de l'amertume et du stress, sans compter l'impact sur le plan professionnel. Dans ce contexte, les avantages d'un règlement hors cours apparaissent donc évidents pour tous. Conséquemment, s'amorce le processus de conciliation devant mettre le mot bonne entente. Celui-ci rappelle tout d'abord aux parties en présence les modalités du processus. La démarche est volontaire et confidentielle. Ne pouvant faire jurisprudence. Le but est de trouver un règlement au conflit à la satisfaction des deux parties dont chacune gardera une copie écrite. Les règles de procédure sont souples. Travail à faire. 1. De quel type de conflit s'agit-il dans ce cas? 2. Quels sont les modes de résolution proposés pour faire face à ce conflit et pourquoi? 3. Adopteriez-vous la même démarche que les avocats des deux parties si vous deviez faire face à ce conflit et pourquoi? 4. Au cas où vous optez pour un mode de résolution de ce conflit, décrivez de façon pratique comment va se dérouler votre intervention. 2 minutes de réflexion et puis on y revient. Et vous avez eu l'opportunité de réfléchir sur l'exercice. Je vais corriger la première et la deuxième question. Pour les questions 3 à 4, c'est vaste. Je vais laisser savoir votre appréciation. D'accord? Ok. La question 1, on dit de quel type de conflit s'agit-il dans ce cas? On a déjà vu les types de conflits. Faites référence à votre cours, les différents types de conflits. Mais ici, il s'agit d'un conflit interpersonnel ou affectif. Interpersonnel parce que ça se passe entre deux individus. Donc, c'est un conflit affectif ou un conflit interpersonnel. Question 2.
On nous dit quels sont les modes de résolution proposés pour faire face à ce conflit et pourquoi. Ici, c'est vrai, on a déjà vu aussi les modes de résolution des conflits. Il s'agit de la conciliation et médiation. La conciliation et médiation, tout simplement parce que l'objectif est de satisfaire les deux parties. C'est ce qu'on va appeler le règlement de résolution gagnant-gagnant. Les questions 3. Il laisse ça comme j'ai dit à votre explication ainsi que la question 4. Merci et bonne continuation.